Le Kodiak est un avion qui en impose. C'est un avion qui, au premier regard, montre que c'est du solide. C'est un avion né dans les Rocheuses, dans le nord-ouest des États-Unis. Il est aussi à l'aise sur la terre battue que sur l'eau avec des flotteurs. C'est un avion qui respire l'aventure, mais ne vous y trompez pas, c'est aussi un avion qui est capable de traquer les délinquants au cœur des villes américaines. Il existe deux versions du Kodiak, le Kodiak 100, la version d'origine, et le Kodiak 900, celui-ci, version allongée, qui offre encore plus de possibilités. Cédric, tu es un de ceux qui, en France, et je dirais même en Europe, connaît le mieux le Kodiak. Tu as plus de 1500 heures sur le Kodiak. C'est à peu près ça, oui. Essentiellement sur le 100. Sur le 100 et en travail aérien. Il y a une grosse différence entre le 100 et le 900 ? Il y a une différence certaine en tout ce qui est puissance. On a une 900 chevaux dessus, alors que le 100 a une 750 et 700 en continu. Au niveau emport, il y a une grosse différence également. Après, au niveau pilotage, on est quasiment sur les mêmes machines. Comment tu le qualifierais, le pilotage de cette machine ? Extrêmement simple. Ah oui ? C'est un jeu d'enfant. On dirait un gros piston. On dirait un gros moteur piston de 900 chevaux. Voilà. C'est du rustique au niveau conception, mais moderne au niveau pilotage et conception de l'ensemble de l'environnement pour le pilote. C'est un truc qui est très moderne et très simple. En fait, ils ont enlevé tout ce qui était fioriture, on va dire. Il n'y a que quelques boutons, on va voir pour le démarrage. Donc c'est un avion relativement classique dans son apparence. C'est relativement classique. En revanche, voilà, il a été vraiment designé pour le tout-terrain. Et en tout-terrain, c'est vrai que il passe vraiment partout. Pour l'avoir testé sur énormément de pistes, que ce soit en herbe, en terre, etc., il passe partout et sans problème. Il y a quelques trucs très intéressants qui font la différence, je pense, par rapport à ses concurrents. Rien que déjà, on est sur l'envergure de l'aile. On est sur une aile haute. Et sur une envergure inférieure à 15 mètres. On a 12 mètres et quelque chose en envergure. Ça apporte quoi le fait d'avoir une envergure ? Ça apporte que au niveau des obstacles et au niveau, par exemple, sur n'importe quel aéroport, il passe sur n'importe quel taxiway. Il n'y a pas de limitation. Il y a certains aéroports avec des taxiways limités à inférieurs à 15 mètres. Bah, lui va y aller. Certains de ses concurrents n'y vont pas, par exemple. Dû au design de son aile, il décroche, mais il décroche stable, il parachute. Et c'est un avion qui est quasiment impossible à mettre en vrille. C'est très compliqué de le mettre volontairement ou involontairement déjà en vrille. Le fait qu'il résiste bien à la vrille, c'est lié à ce... C'est à son profil d'aile et à deux profils différents au niveau de la cassure. D'accord, ok. Ensuite, donc aile haute, ça permet de passer partout. Et après, il est équipé de pas mal de petits tips hyper intéressants, comme ici le dipstick amovible. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est un dipstick intégré, par exemple. Hop, un quart de tour et on regarde. Là, ça permet de contrôler qu'on ait au moins 500 livres dans les ailes. C'est de 0 à 500 livres. C'est la jauge. C'est la jauge. C'est une jauge manuelle au cas où si on a un doute réellement sur ce que donnent les instruments. D'accord. C'est une sécurité en plus. Voilà. C'est des petits détails, mais qui servent à un moment donné. Si on est au-dessous de 1000 livres dans les ailes, on peut confirmer en permanence sans regarder, sans allumer la machine ou confirmer les indications de la machine. Ça rassure dans tous les cas et ça permet de contrôler. Surtout dans les fonds de réserve, pas les fonds de réservoir, mais dès qu'on est au-dessous de 500, voilà, dès qu'il reste 2-3 heures d'autonomie dans les ailes, on permet d'être sûr. C'est vraiment accessible, ça. C'est accessible. Donc je veux dire, en termes de sécurité, je veux dire, il n'y a pas d'obstacle à se dire, bon, allez, il faut encore que j'ouvre le capot. Voilà, il faut pas parce que les points d'avitaillement sont au-dessus des ailes, donc c'est quand même assez haut. Et sachant qu'il a comme caractéristique que ce soit le 100, alors en option ou pas, en fonction de la machine, on a aussi le point de refuelage haute pression. Ici, le refueling, le coupling, qui est ici. Voilà. Alors, je mets ça pour la vitre. Voilà, avec Display Quantity. Ça permet de refueler avec le coupling sur les essentiels. D'ici, voilà. Voilà. Et de contrôler ce qu'on met et ce qu'on a dans les ailes, quoi. Dans l'usage quotidien, c'est quelque chose qui est important pour toi, ça ? Oui. C'est alors par exemple dans le domaine du para, pour contrôler quand on pose le lendemain, on contrôle, on regarde ce qu'on a directement et ça permet de
pour tout ce qui est complètement plein, de s'assurer qu'on a, entre l'électronique qui donne un truc avec un fuel flow, etc., bien que ces éléments soient très très fiables, on a toujours, en tant que pilote, quand on est un petit peu loin, on a toujours, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a, puisqu'on peut pas voir. Voilà, donc on fait le fait de faire ça, ça rassure. C'est psychologique, mais ça rassure à mort, quoi. Voilà. Alors là, on a des carénages. Je pense que sur le 100, Ils n'y sont pas. ils y sont pas. Ils y sont pas. Sur la version 900, les carénages ont été faits, c'est pour l'aérodynamisme, pour essayer de gagner en vitesse, sachant qu'on a, sur cet avion-là, on arrive à avoir des true airspeed grâce à ce design-là, au coffre intégré, etc., de 202 constants, quoi. Avec le 900. Avec le 900, oui. Avec le 900. Avec le 900, on est sur cette gamme-là. Le 100, il est plus autour des 160, 169. Niveau garde au sol, elle est plus que correcte dans tous les cas. Le jour où on raye le dessous, normalement, c'est qu'on est planté. Hein. C'est un non-sujet pour moi. Hein. Pareil, le jour où on enfonce les roues dans la boue jusqu'au niveau de la protection, on a beau avoir n'importe quel avion, ça va être compliqué de sortir, quoi. On a 2 coffres. On a un premier coffre ici. Voilà. Bon, là, on y a mis tout l'équipement, hein, tout l'attirail qui est quand même assez conséquent. Et après, on a 2 autres coffres. Donc ici, et après avec un prolongement et une trappe de visite dessous pour celui-là, qui permettent de mettre des objets pour. Là, on met une planche de surf facilement. Là. Large. Ouais. Largement. Alors, 2 drapeaux. 2 drapeaux américain parce qu'il est fabriqué aux États-Unis, dans l'Idaho, voilà, dans les Rocheuses, Sandpoint. Et donc, il continue à être fabriqué là-bas. Mais c'est devenu un avion français. C'est un avion français qui est géré entièrement par Daher. Ce qui fait la différence, c'est qu'il pleut plus que tout à l'heure, on voilà. va s'empêcher. Donc, c'est un avion tout-terrain. Donc ça ce qui fait aussi la différence, c'est ce qu'il y a là-dessous. C'est ce qu'il y a là-dessous. On a une Pratt & Whitney, donc de 900 chevaux, hein, c'est la 140. Par rapport au 100, la 100, c'était une A34. On avait 750 chevaux au décollage et après, en fonction bien sûr du niveau, tout ça, on était à 700 chevaux. Tandis que lui, on est à 900 chevaux tout le temps. Et puis, il y a aussi l'hélice. L'hélice à 5 pales, ouais. Alors, je ne l'ai pas essayé celui-là avec la 4 pales, parce qu'elle est vendue qu'avec la 5 pales, donc je ne peux pas faire de différenciation. Le seul truc, c'est que c'est une traction qui est très fluide. Comme je disais tout à l'heure, on a l'impression de piloter un piston. Pourquoi ? Parce que quand on met en puissance, c'est une puissance continue, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de... L'hélice, elle est très bien réglée pour ça. Il est symétrique, hein, puisque c'est un avion, donc ça, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a une sacrée gueule, cet avion. Hein. Il n'y a rien d'inutile dessus, en fait. C'est un avion qui est compact, que ce soit en longueur ou en largeur, qui est gros, mais qui n'est pas non plus extrêmement haut. Ce qui permet d'accéder que ce soit au cockpit ou à la tranche arrière assez facilement, sans échelle supplémentaire. Là, on n'a pas l'échelle. Sur la version Para, par exemple, les 2 portes sont enlevées pour avoir une porte métallique ou un rideau. Et donc, il y a soit un marchepied, soit on peut ne pas mettre de marchepied. Et il n'y a pas besoin d'échelle pour accéder, même sans marchepied, dans l'avion. Voilà, contrairement à certains de ses concurrents. C'est un avion quand même on voit, il est costaud, il est robuste. Oui. La version 900 a enlevé une petite caractéristique de ses prédécesseurs, qui était le centrage, qui était légèrement sur l'arrière, sur les 100 et d'autres concurrents. Celui-là, le train a été repoussé, la cabine a été allongée, la queue a été allongée également. Ça fait que c'est un avion qui ne bascule pas. Voilà, qui est centré avant et qui ne bascule pas, donc il n'y a plus besoin de mettre la quille sur l'arrière, parce que quand on regarde les gabarits de centrage, on est souvent devant et donc on n'a pas cette inquiétude-là au chargement. Ça, c'est les déflecteurs aérodynamiques parce qu'il a un pod dessous. La version Kodiak qui n'a pas de pod n'a pas ses ailerons. Donc ça vient avec alors. Ça vient avec, voilà. D'accord. Ouais. Okay. Dès qu'on met un truc dessous, il y a ça. Donc au niveau accessibilité, c'est simple, hein. Donc une petite échelle avec deux marches. Pour monter dans l'avion, les sièges sont très solides. On a ici un accès directement au réglage si on veut passer derrière, si on veut passer devant, sachant que en plus, les portes avant font office de sortie de secours. Et donc les sièges sont pour la cabine. Pour la cabine aussi. Voilà. Si pour une raison ou pour une autre, cela est inaccessible. Donc on peut sortir. On ira voir la cabine après, mais on va déjà regarder un peu Pour entrer, d'abord c'est du solide, hein, donc il y a des poignées un petit peu partout, on s'y accroche. Voilà. Et on est
Donc au niveau du réglage des sièges, il y en a de chaque côté. Il y en a de chaque côté. Au moins quand la porte est fermée, on peut continuer à manipuler les sièges. Donc voilà. Ça, c'est pratique, le fait que chaque pilote ait son accès. Hein. Ah oui, non, c'est très simple pour ça, quoi. Les pédales, tout ce qui est palommier, tout ça, c'est gros, c'est robuste et on peut pas les louper. C'est important quand on est sur des pistes. Quand ça bouge beaucoup, on est bien, voilà, tout est fixe, tout est facilement utilisable, quoi. Au niveau avionique, c'est quoi? Alors au niveau avionique, c'est du G1000, c'est du NXi. Garmin. C'est du Garmin. C'est du classique, bon, NXi, donc on est quand même plutôt bien. Au niveau capabilité IFR, on est sur de la LPV, on est sur du Catune, sur de la Catune, en traditionnel. Donc ça veut dire que là aussi, tu passes partout. On passe partout. Ouais. Il est donc dégivré, donc il est certifié en conditions chiffrantes. Il est pressurisé aussi? Il n'est pas pressurisé. Il n'est pas pressurisé. Il n'est pas pressurisé. En revanche, donc, que soit pilote, copilote et chaque passager est équipé de prise oxygène, il faut monter plus haut, hein, avec les masques ou les canuts. Donc au niveau de la cabine, elle est traditionnelle, les réservoirs d'essence sélectables, comme sur d'autres concurrents, comme sur le 100 aussi. Les cockpits par rapport au 100, que ce soit le 100 ou le 900, c'est exactement les mêmes. Après, en fonction des options, c'est l'appareil de secours, tout ce qui est horizon de secours, il peut être analogique ou digital en fonction des options prises, mais c'est exactement les mêmes. Tous les mêmes designs, les mêmes boutons, les mêmes fonctions en fait. Donc quelqu'un qui a un 100, il passe d'un 100 à un 900. C'est même plus simple. Au niveau de la gestion de la mise en route, elle est encore plus simple que sur le 100. Et alors justement, donc cette mise en route, elle se fait Cette mise en route, elle est très simple. C'est comme d'habitude, bon, pied sur frein tiré, voilà, tac. On ouvre l'essence, tac. On fait un petit check, on prend les éléments des compteurs pour la compta. Le pilote des manettes, on s'assure que tout soit au bout et verrouillé, que les breakers qui sont ici ne soient pas pétés, on va dire. Que tout soit poussé, donc la Fire Hell Shut-off Valve, la Fuel Shuttle Valve qui est ici, donc hyper accessible en cas de problème. Que tout soit sur off, éventuellement pour démarrer, après on arrive ici, on met la batterie Master Battery On, on teste l'alarme de décrochage et on attend. On attend que ça s'initialise. C'est tout. C'est tout. C'est du Garmin, donc il y a les deux premiers écrans qui s'allument pour économiser les batteries. On arrive, déjà il a intégré tout ce qui est page de masse et centrage si on veut le faire directement sur l'avionique pour savoir où on en est. Voilà. On passe sur la page engine pour grossir tous les instruments, c'est plus lisible que sur la page normale. Voilà. Et dès qu'on a vérifié tous les instruments, c'est très simple et qu'on veut mettre en route, comme d'hab, l'anticolle sur on pour dire qu'on va démarrer. D'accord. On va mettre la pompe sur on. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on est tout en bas, on vérifie qu'il n'y ait personne. Bon, on va pas le faire ici, on est bien d'accord. Starter sur on. On attend ici que le NG soit à 14, on va dire. On injecte sur du low idle. On attend 62%. On lâche. On met la porte sur stand-by. On dévrille l'hélice, plein petit pas. L'avion est démarré. Alternateur, générateur, terminé. Toi qui as fait beaucoup de Pilatus PC6 porteur pour faire du largage, la différence avec celui-là? C'est un avion qui est confortable. Faire, on va dire, 5, 6, 8 heures de largage en PC6 et faire 8 heures de largage avec ça, on n'a pas du tout la même fatigue à la fin. C'est ça la caractéristique principale. Par rapport à un PC6, par exemple, qui est un train classique, il est beaucoup plus technique opposé. Celui-là, 20-25 nœuds plein travers, on pose, on va quasiment pas le sentir. Il y a des grosses différences comme ça. Sachant que celui-là, donc le pilote automatique Garmin permet, même si on veut se reposer, entre guillemets, quand on est en montée, par exemple sur du largage para, suffit de le mettre en VZ, régler la vitesse, pilote automatique, et il monte et on joue qu'avec le heading pour faire les parcours. Donc en fin de journée, c'est très safe, c'est au niveau de la sécurité, parce que on repose le pilote, pour qu'il se concentre pour les phases, qu'il soit présent pour les phases de largage, poser, décoller, quoi. Et en dehors du largage para, tu fais aussi des convoyages, des vols longs. Quel est son comportement en vol? Il bouge pas. Il bouge pas. Bon, il bouge pas comme un avion de cette taille-là, en fonction de l'atmosphère, Mais avec son pilote automatique qui est ici, ça devient comme un TBM, on règle et on attend que ça se passe. Donc c'est un avion très stable. C'est très stable. Il n'y a pas de surprise avec cet avion.
Ça peut être un avion de voyage parce qu'il est très confortable. Ouais. Alors avec le 900, il existe une version VIP avec un aménagement cabine particulier. Donc c'est aussi un type de mission très différent du largage. Hein, c'est l'avion d'affaires. Et en avion d'affaires, il a aussi sa place. Alors nous, on a fait pas mal on a fait quelques voyages quand même à droite à gauche avec celui-là, là, puisque bon, il vient d'arriver en France il y a pas très longtemps. Le ressenti qu'on a, c'est qu'on est bien assis sur ces sièges. On est franchement bien assis. Niveau bruit cabine, il n'y a pas besoin d'avoir le casque pour avoir et été derrière et été devant. On peut enlever le casque, on arrive à discuter tranquillement quand même. Donc au niveau aviation d'affaires, on n'est pas sur du TBM, on n'est pas du TBM. On a la Porsche et le Cayenne, hein, en gros. Voilà, hein. Donc, en résumé, le point de vue du pilote sur le Kodiak 900. Je pense pour l'instant, c'est l'avion que je préfère piloter, celui-là. Je suis qualifié sur du TBM, bon, très peu d'expérience, mais je suis qualifié sur du TBM, sur du 900, sur du 100, sur du Pilatus et sur du Caravan. Celui que je préfère, c'est bien celui-là. J'ai peu d'expérience, hein, c'est un avion qui est récent, celui-là, autant j'en ai beaucoup sur le 100. Là, j'ai une vingtaine d'heures sur celui-là, puisqu'il est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Mais au niveau prise en main, au niveau confort, au niveau maniabilité de cet avion, etc., voilà, c'est franchement celui que je préfère utiliser. Merci Cédric. Et maintenant, donc, avec Hugo, on va voir plus précisément quel est le positionnement marketing de cet avion, quelles sont ses différentes missions, et puis également qui sont ses clients. Donc le Kodiak 900 qui a été certifié en 2022 est une version améliorée du Kodiak 100 sur plusieurs points, notamment la taille de la cabine. Donc on a une cabine qui a été augmentée en termes de longueur. Donc la taille de la cellule, c'est-à-dire la coupe de la cellule est identique. Ce qui a été modifié, c'est la longueur de la cellule. On a rajouté un tronçon de plus. Et ensuite, la différence, c'est un cargo pod qui a été 100% intégré aérodynamiquement. Cargo pod, ça veut dire c'est-à-dire le coffre ventral pour les bagages, qui était une option et qui est toujours une option sur les Kodiak 100, qui sont toujours proposés par Daher. En faisant un petit peu d'analyse de marché, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, les Kodiak 100, 90% des clients, même plus que 90% des clients, prennent l'option du cargo pod. Et là, une des différences majeures entre le Kodiak 900 et le Kodiak 100, c'est l'intégration aérodynamique du cargo pod. Donc, il a été décidé sur le Kodiak 900 d'intégrer totalement l'aérodynamique du cargo pod, ce qui permet de réduire la traînée et donc d'augmenter la vitesse de l'avion. Les différences de performance Donc, un Kodiak 100 avec un cargo pod, on est 170-175 nœuds en true airspeed. En croisière, vitesse réelle. Un Kodiak 900, on est sur 205 nœuds, 210 nœuds quand les performances nous le permettent, quand les conditions, nous le permettent. Donc on a des grosses différences de performance. Alors, c'est pas lié qu'à l'intégration aérodynamique, il y a aussi ce qu'il y a devant. Il y a bien entendu la turbine, puisqu'un Kodiak 100, c'est une turbine PT6 A34 qui fait 700 chevaux, avec laquelle on peut tirer jusqu'à 750 chevaux pour améliorer les performances de décollage. Puisque le Kodiak 100, comme vous le savez, est un avion qui avait été designé pour être un STOL, Short Takeoff and Landing, atterrissage court, décollage court. Donc l'historique du Kodiak 100, originellement, c'était un avion qui avait été développé pour les missions humanitaires. C'était un avion qui avait été développé en partenariat avec la Mission Aviation Fellowship, la MAF, et qui avait quelque part demandé à la société Quest de faire l'avion de leur rêve. Et donc c'est de ce design qu'est parti le Kodiak 100. Et le Kodiak 100, vraiment, c'est l'ADN de ce qu'est un avion Kodiak, c'est-à-dire c'est un avion décollage-atterrissage très court, un train d'atterrissage extrêmement robuste qui permet d'atterrir à la max take-off weight. À la masse maximale. Voilà, excusez-moi, à la masse maximum au décollage. Et en fait, on a pris, voilà, on va dire l'ADN du Kodiak 100 et en fait, on l'a amélioré sur le Kodiak 900 en rajoutant et en améliorant ce qui a été demandé par nos clients, c'est-à-dire les perfos, donc c'est-à-dire la vitesse et la taille, le volume disponible dans la cabine. Alors, tu dis en améliorant, mais le Kodiak 100 répond quand même à des missions, continue de répondre à des missions bien particulières. Tout à fait. C'est pas un avion qui a besoin de voler à plus de 200 nœuds, qui n'a pas besoin d'une grande cabine. Hein. Tout à fait. Il reste quand même d'actualité. Il reste d'actualité, c'est-à-dire que derrière, on continue à proposer aujourd'hui les deux versions de l'avion, le Kodiak 100, le Kodiak 900. Il y a deux typologies de marché qui, on va dire, qui se dégagent de cette différenciation. Le Kodiak 100, comme je disais, reste le STOL. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un avion qui puisse aller partout, dans toutes les conditions, sur des terrains non préparés, vous avez besoin d'avoir de la charge utile et des décollages atterrissages très courts, le Kodiak 100 reste le maître. Qui sont les clients qui ont besoin d'aller partout sur des pistes non préparées
Alors, dans le monde? Il y a deux typologies. Il y a bien entendu les missions humanitaires. Je ne sais pas si vous suivez Missionary Bush Pilot, qui a une chaîne Instagram que je vous recommande, qui utilise le Kodiak 100 comme il a été designé à l'origine. Lui, il fait vraiment des missions humanitaires qui va sur des petits terrains en Indonésie, dans toutes les zones du monde, très reculées. Ensuite, on a une deuxième typologie de clients, qui est le client privé. Donc là, on s'approche beaucoup du TBM dans la philosophie. C'est-à-dire que ce sont des clients qui ont envie de se faire plaisir avec un avion avec lequel ils peuvent tout faire. C'est-à-dire, c'est un avion avec lequel ils peuvent faire du voyage d'affaires en VFR, c'est un avion avec lequel ils peuvent faire du voyage d'affaires en IFR, puisque c'est des avions qui sont dégivrés, c'est des avions qui ont un radar météo, c'est des avions qui ont un pilote automatique GFC 700, comme sur le TBM. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'IFR, on peut faire du VFR, on peut aller se poser sur des pistes en herbe, on peut aller se poser sur des pistes en dur. On peut s'en servir pour charger ses vélos, ses planches à voile, ou on peut aussi s'en servir pour amener ses collaborateurs ou ses collègues d'un point A à un point B pour des réunions. Et ça, c'est une partie assez importante de la clientèle du Kodiak 100. Et une partie de cette clientèle, comme je le disais, nous a demandé une version plus rapide. De là est né le Kodiak 900, et comme vous disiez justement, on a un moteur qui est différent. Comme je disais, le Kodiak 100, c'est 700 chevaux continus, 750 pour des courtes périodes pour améliorer les perfos au décollage. Le Kodiak 900, on est sur 900 chevaux continus. On n'a pas de limitation, c'est 900 chevaux en permanence. Du fait d'une cabine un peu plus grande et d'un avion qui est plus lourd, et d'ailes qui sont identiques, la surface de la voilure est identique, le Kodiak 900, sur le papier, a des performances décollage-atterrissage un petit peu moins meilleures que le Kodiak 100. Dans la réalité, un pilote privé qui l'utilise de manière, on va dire, standard, il y a assez peu de chances qu'il voit cette différence de perfo. Un pilote expérimenté comme Cédric avec qui vous avez parlé, lui fera la différence parce que lui va être capable d'amener l'avion vraiment dans ses retranchements, un pilote professionnel, instructeur qui va être capable de démontrer. Et donc le Kodiak 900, il a des meilleurs perfos de taux de montée, des meilleurs perfos de vitesse. Et voilà, comme je disais, des perfos équivalentes en atterrissage et décollage court. Il peut franchir quelle distance? On est à peu près sur les mêmes distances pour les deux avions, entre 900 et 1000 nautiques. Donc un peu moins de 2000 km. Oui, c'est ça. On avait fait le calcul sur un Kodiak 900 équipé VIP full option. Et si vous faites de l'IFR avec les réserves IFR, vous êtes au moins à 800 nautiques. Un Kodiak 100, il va aller un petit peu plus loin. Pour une raison simple, c'est qu'il a les mêmes voilures, donc il a la même quantité de carburant, mais l'avion est un peu plus léger. Donc vous pouvez mettre plus de carburant pour la même quantité de passagers. Et puis c'est un avion aussi qui a été transformé en hydravion. Alors il a plus qu'été transformé. Le Kodiak 100 a été designé en partenariat avec le patron de Aeroset, qui est le fabricant de flotteurs américains. Alors je suis désolé, j'ai oublié le nom. Qui en fait, dès le début du programme, a été impliqué dans le design de l'avion. Et en fait, il a designé des flotteurs qui vont avec l'avion. Quand vous parlez avec des opérateurs d'avions sur flotteurs, ceux qui ont essayé des Kodiak 100 disent que en fait c'est un changement de génération énorme, notamment en termes de perfos. C'est le monomoteur sur flotteur le plus rapide de sa catégorie, le Kodiak 100 aujourd'hui. C'est un avion qui a été designé depuis le début pour avoir des flotteurs, pour pouvoir avoir des flotteurs d'installer. Donc c'est-à-dire qu'en termes de modification de cellules, il n'y a pas de modification de cellules à faire pour installer des flotteurs sur un Kodiak 100. Il faut rajouter simplement des supports au niveau de la pare-feu pour installer l'attache avant du flotteur. La paroi, c'est-à-dire la cloison avant qui est juste derrière le moteur. Qui protège la cabine en cas de feu moteur, qui est très peu probable sur PT6, puisque personnellement ça ne nous est jamais arrivé, mais ça fait partie de la réglementation. On appelle ça la pare-feu, puisque c'est une paroi en titane qui est ou en acier inoxydable en fonction des avions. Sur cette paroi, c'est là où est installé le bâti moteur, donc tout simplement là où est accroché le moteur. Et sur ces bâtis, on peut rajouter des pattes. Alors quand j'utilise des pattes, c'est un peu vulgaire, parce que c'est quand même des belles pièces métalliques, sur lequel on va pouvoir venir installer la fixation avant des flotteurs. Et il suffit de démonter la roue et on installe le flotteur en lieu et place de la roue. Alors il y en a beaucoup des hydravions? Pas assez, à notre goût. Il y en a, mais il faut avouer qu'ils sont surtout au Canada, Québec, un peu en Amérique du Nord. Comme vous savez, l'aéronautique, c'est un milieu où on aime ce qui est connu. On aime la sécurité et avoir des systèmes robustes. Et c'est vrai que l'avion n'est pas encore reconnu comme peuvent l'être d'autres produits sur flotteur. Mais petit à petit, ça fait son chemin parce qu'on a un opérateur au Québec qui s'appelle Air Hydravion Aventure. Ils ont 2 Kodiaks sur flotteur. Avant, ils avaient des Beaver sur flotteur et ils en sont ravis. Là, c'est un saut de plus que d'une génération. Là, il y a plusieurs générations. En fait, ils nous ont expliqué que, en termes de performance et de capacité de mission, ils sont passés d'un monde à l'autre, en fait.
parce que c'est un avion, les flotteurs ont vraiment été designés de manière moderne. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les flotteurs, vous avez vraiment une forme de carène de bateau. Donc, c'est-à-dire que les flotteurs déjaugent très vite par rapport aux anciens. Donc, c'est-à-dire quand on dit déjauge, c'est-à-dire qu'on passe du mode bateau au mode surf. Et ça, c'est très important puisque c'est ce qui va définir vos performances de décollage sur un hydravion, puisque bien entendu, l'eau, ça traîne beaucoup plus que l'air, c'est-à-dire que ça nous ralentit beaucoup plus. Et en fait, plus vite on passe en mode surf, plus vite on peut décoller derrière. Et donc ça, c'est un facteur très important. Donc la forme est très travaillée justement par rapport à ces points-là. C'est un avion multimission, c'est écrit en gros sur le fuselage. Ça veut dire que vous cherchez à le positionner sur un nombre de marchés très élargi. Très élargi, exactement. Multimission, pour nous, ça veut dire multimission pour les privés, mais aussi multimission pour les professionnels. Donc quand on dit multimission orientation privée, c'est-à-dire qu'on peut faire du transport de passagers, on peut démonter les sièges. Là, la cabine qu'on a, elle est entièrement reconfigurable. Les sièges, en fait, sont fixés sur des rails et on peut très facilement démonter les sièges. Le pilote peut le faire, c'est pas du tout compliqué. On a des petits quarts de tour là. Et on peut démonter les sièges pour transformer sa cabine pour emporter des bagages. Donc, généralement, les clients qui utilisent le Kodiak, c'est des gens qui aiment ce qu'on appelle l'outdoor, c'est-à-dire qui vont faire du vélo, du VTT, de la planche à voile, des sports aquatiques, des sports d'extérieur. Donc, ça leur permet, notamment le Kodiak 900, comme on le voit ici, d'avoir 4 sièges passagers en mode club, c'est-à-dire club, c'est face à face, plus derrière, assez de place pour pouvoir avoir le matériel qu'ils le souhaitent. Ah bah là, on rentre facilement un vélo là. Ah, plus qu'un vélo, plus qu'un vélo. Donc ça, on va dire, c'est le côté multimission privé. Et ensuite, on a le côté multimission professionnel, où là, c'est un aspect sur lequel on met énormément l'accent dernièrement, c'est-à-dire proposer à des gouvernements ou à des agences gouvernementales, la police, les pompiers, du secours à la personne, une plateforme qui leur permette d'installer les équipements qu'ils souhaitent en fonction de la mission qu'ils veulent accomplir. Donc, on a par exemple, pour parler pratique, on a des clients aux États-Unis qui utilisent le Kodiak 100 pour faire de la surveillance de feux de forêt. C'est-à-dire qu'ils travaillent en partenariat avec les firefighters, les pompiers américains. Ils font de la surveillance de forêt, ils ont une caméra thermique sur le haubans, donc la partie qui est sous l'aile, qui tient l'aile, avec un opérateur à bord, une caméra infrarouge, et en fait, ils se mettent en long range, c'est-à-dire qu'ils basse vitesse, et là, ils peuvent tenir 6-8 heures en l'air, donc faire de la patrouille. Ça, c'est un élément. Un autre élément, ça a été une caméra avec un opérateur à bord, mais là, ce qu'on appelle une caméra visuelle pour faire du law enforcement, c'est-à-dire aider la police sur des missions de surveillance ou pour poursuivre des individus qui auraient commis un crime ou un délit. On a du transport médicalisé, on a du cargo, du fret, on a un petit peu tout en fait. L'avantage du Kodiak par rapport à l'avion TBM qui est à côté de nous, c'est que c'est un avion qui est non pressurisé. Donc c'est-à-dire non pressurisé, c'est-à-dire que la cabine n'est pas gonflée comme un avion de ligne. Ce qui veut dire que si on veut voler à haute altitude, il va falloir voler avec de l'oxygène. Là, on a les canules à oxygène pour les passagers et pour les pilotes, bien sûr. Le côté positif du fait que ce soit un avion non pressurisé, c'est qu'il est beaucoup plus simple de faire des modifications sur la cellule. Puisqu'un TBM, dès que vous voulez faire je parle vulgairement, dès que vous voulez faire un truc quelque part, c'est très compliqué parce que c'est un avion qui est pressurisé. Donc il faut mettre des renforts, il faut passer la certification, il y a beaucoup de choses à faire. Sur un Kodiak, alors ça veut pas dire que c'est quand même plus simple, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire, mais réglementairement et même mécaniquement, c'est beaucoup plus simple de faire un trou quand vous n'avez pas de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plusieurs villes qui ont intégré le Kodiak dans leur département de police. Oui. Alors, il y a plusieurs villes. Alors, pour être honnête, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, mais je sais que mes collègues américains qui sont en charge des ventes gouvernementales l'ont vendu, comme je vous disais, à la police. Ils ont plusieurs polices locales qui ont un TBM. Il y a des pompiers, il y a des agences gouvernementales de protection d'eau et forêt. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui font de la protection de la nature, tout simplement, qui se servent de cet avion pour faire de la surveillance aussi de sites naturels. Comme vous le savez, il y a beaucoup de sites naturels aux États-Unis où, en fait, l'accès est complètement interdit à tout véhicule. Donc, le seul moyen de s'y rendre, c'est d'avoir un avion et de survoler la zone. Ils s'en servent beaucoup pour ça. De plus en plus même. Hein. De plus en plus, et on a de plus en plus de demandes. Et on le voit, c'est en remplacement de l'hélicoptère. Alors, c'est une très bonne remarque. Il y a plusieurs profils de missions qui apparaissent. Il y en a en remplacement de l'hélicoptère, et notamment pas que pour les missions gouvernementales. On commence à avoir des privés qui nous posent la question, puisque comme vous le savez, l'hélicoptère est beaucoup plus cher à opérer
un avion. Et en plus, le Kodiak a la chance d'être un avion au design très moderne. Comme je disais, le Kodiak 100 a été certifié en 2007. Donc en termes de maintenance et d'utilisation, c'est un avion sur lequel on a beaucoup moins à faire qu'un hélicoptère. Ensuite, il y a d'autres missions où les performances basse vitesse du Kodiak permettent, dans certains cas, en effet, de remplacer l'hélicoptère. Et aussi et surtout, dans le cadre de missions où vous avez besoin de rester longtemps en vol, un Kodiak 100 comme un Kodiak 900, si vous mettez vraiment ce qu'on appelle au long range, c'est-à-dire régime de vol lent, où vous avez bien entendu toujours énormément de marge de sécurité par rapport au décrochage, vous pouvez tenir plus de 6 heures en l'air. Et là, c'est très intéressant pour des agences gouvernementales, puisque quand vous avez des missions où vous avez besoin de rester longtemps en l'air, le Kodiak est parfaitement apte à ça, et surtout, les pilotes l'aiment beaucoup parce que la cellule est quand même assez grande, et donc c'est très confortable pour eux. Parce que quand on commence à être un pilote qui reste 6-8 heures en l'air, vous pouvez en parler à Cédric, il a fait ça en Afrique, on est content de temps en temps de pouvoir se lever, faire 2-3 pas pour se dégourdir un peu les jambes. Ce qui n'est pas le cas dans un hélicoptère. Le Kodiak, c'est un avion à l'origine américain et qui aujourd'hui donc fait partie du catalogue d'Air et du Exactement. groupe d'Air, mais c'est un avion qui continue à être fabriqué aux États-Unis. Tout à fait. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que la société Quest, qui est la société à l'origine du projet Kodiak, a été rachetée par le groupe d'Air en 2019. Donc, la société Quest, quelque part, a disparu et c'est devenu Kodiak Aircraft. Ça a permis à Daher d'élargir le catalogue de turboprops qu'on a à offrir à nos clients. Et surtout, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que c'est les meilleurs opposés. Alors, quand je dis ça, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est très positif. C'est-à-dire que tout ce que fait le Kodiak, le TBM ne peut pas le faire, et vice-versa, tout ce que fait le TBM, le Kodiak ne peut pas le faire. Donc c'est des avions qui sont extrêmement complémentaires, et nous on est très contents d'avoir cet avion maintenant en catalogue. Et comme tu le dis, le TBM continue d'être produit aux États-Unis, donc c'est-à-dire dans le nord-ouest des États-Unis, dans l'Idaho, à Sandpoint, qui est pas très loin de la frontière canadienne, avec des très très beaux lacs. Si un jour vous avez l'opportunité de les visiter, c'est très très joli. Donc le bureau d'études, la production, le support reste aux États-Unis. C'est-à-dire c'est une entité qui appartient au groupe Daher, donc société française, mais aux États-Unis. Et c'était aussi un moyen pour Daher, le groupe Daher, d'augmenter son implantation industrielle aux États-Unis, puisque ça fait partie des objectifs du groupe Daher. Pour finir, si je veux acheter un Kodiak 100 ou un 900, il va falloir que je débourse combien? Donc un Kodiak 100, je vais parler d'un avion full option, équipé avec tous les équipements qui vont bien. Livrable en 2026, on est à 3 750 000 $ américains hors taxe, puisqu'on vend tous nos avions en dollars américains, pour une raison de marché mondial. Et pour un Kodiak 900, donc la version VIP de cet avion-là dans lequel on est aujourd'hui, c'est 4,4 millions de dollars. D'accord. Eh bien, merci bien. Avec plaisir. Maintenant, vous savez tout sur le Kodiak 900. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous.